Directeur de société, observateur de la scène politique ivoirienne, homme de culture, Ahmed Kofi Zarou est un homme au service de la jeunesse qu'il aide à travers son mouvement Agir pour la Côte d'Ivoire. Un homme doté d'une capacité, d'une grande écoute, cet homme reçoit à son cabinet chaque jour des dizaines de jeunes qu'il aide et conseille dans le cadre de leurs projets. Candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2020, il s'est désisté finalement. On le reçoit aujourd'hui dans les locaux d'Afrique 7. Ahmed Kofi Zarou, bonjour. Bonjour. Alors, candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2020, vous avez finalement retiré votre candidature. Est-ce qu'on peut savoir les raisons de votre retrait? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez de me présenter à nouveau aux Ivoiriens et de me donner la possibilité d'intervenir sur votre plateau. En effet, je me suis engagé à servir mon pays, à servir mes concitoyens, en m'engageant à la course à l'élection présidentielle. Évidemment, il n'y a pas très longtemps, j'ai organisé une conférence de presse au cours de laquelle j'ai exposé les raisons pour lesquelles j'ai décidé de surseoir au stade actuel ma participation à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Les raisons essentielles sont simples. Vous savez que nous avons un nouveau code électoral qui malheureusement ne fait pas consensus. Ce code électoral, je l'ai dit, est discriminatoire, il est injuste et arbitraire. Il crée les conditions, je dirais, de germes conflictuels et confligènes. C'est la raison pour laquelle j'ai estimé qu'il ne fallait pas engager ma candidature dans une course qui malheureusement, ou si je peux m'exprimer ainsi, les dés sont pipés à l'avance. Et ce qui est important pour moi, c'est la cohésion sociale, la concertation, le dialogue, de façon à ce que la classe politique qui a la responsabilité de conduire la Côte d'Ivoire puisse prendre en compte les aspirations des Ivoiriens. Ce qui motive mon engagement au service de la Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire. Et j'estime qu'en l'état actuel, et je ne suis pas le seul d'ailleurs à le dire, l'ensemble de la classe politique estime que ce code électoral est un code arbitraire, est un code discriminatoire et qu'il porte en lui les germes d'un conflit à venir. Par conséquent, je ne pouvais pas poursuivre cette candidature. J'ai aussi expliqué que malheureusement ce code électoral, dans deux de ses points essentiels, notamment le parrainage et la caution à 50 millions, montre bien qu'on ramène le débat d'idées, le débat de projet de société, le débat de programme de gouvernance pour la Côte d'Ivoire à des questions matérielles, à des questions qui malheureusement donnent l'impression que notre pays veut faire le nivellement par le bas. Non, il faut qu'il y ait une compétition équitable pour tous, de manière à ce que les Ivoiriens puissent juger de la pertinence des projets qui leur sont proposés et de suivre ou d'adhérer le programme qui leur semble être le plus à même de répondre à leurs attentes. Voilà un peu en quelque sorte les raisons qui ont motivé la suspension de mon engagement au stade actuel à la compétition à l'élection présidentielle. Quel est votre ancrage véritable dans le peuple ivoirien? Est-ce que vous aviez véritablement les hommes et les femmes qu'il fallait? Je dirais oui, dans la mesure où depuis que notre mouvement existe, nous avons eu à rencontrer les différentes couches sociales de notre pays, que ce soit les femmes, les jeunes, les vieillards, les commerçants, les agriculteurs, les étudiants, les travailleurs. Nous avons eu l'occasion de parler avec, je dirais, toutes les couches sociales pratiquement de notre pays. Et ce qu'il ressort de nos échanges, c'est que ces couches sociales ont bien compris le combat que nous menons pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Nous voulons que les Ivoiriens soient dans leur pays ceux qui participent au développement de ce pays-là. Nous voulons qu'en Côte d'Ivoire, l'éducation soit à la hauteur des attentes, des ambitions qui sont les nôtres. Notamment former une jeunesse de qualité qui puisse être celle qui reprendra la relève. Oui, nous avons été
bien accueillis, nous avons une écoute attentive et nous sommes convaincus que les Ivoiriens approuvent nos propositions. La preuve, il y a eu un engouement au niveau, je dirais, de notre candidature. Les jeunes se sont manifestés, le milieu rural s'est manifesté, parce que nous accordons une attention particulière au problème de la ruralité. Quand on sait que notre pays est un pays à vocation agricole, et quand on sait également que nos producteurs rencontrent des difficultés, oui, nous avons eu une écoute attentive et nous leur avons donné aussi les éléments pour espérer que demain sera meilleur au regard de ce que nous voulons proposer à la Côte d'Ivoire. Justement, comme vous parlez de programme, est-ce qu'on peut avoir une idée du projet de société que vous avez voulu proposer aux Ivoiriens? Alors, ce n'est pas très compliqué. Nous avons constaté que la Côte d'Ivoire, malheureusement, avec les ressources dont elle dispose, les leviers de développement dont elle dispose, n'apporte pas des réponses concrètes aux attentes des Ivoiriens. On sait très bien que l'école est malade en Côte d'Ivoire. On sait très bien qu'il y a des problèmes de santé publique en Côte d'Ivoire. On sait très bien que le chômage est grandissant en Côte d'Ivoire. On sait très bien que les producteurs, dans bien le domaine, mais je prendrai le cas du cacao, rencontrent des difficultés. Et je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, il y a des rapports qui ont établi, malheureusement, que la moitié de ceux qui contribuent à la richesse nationale sont en dessous du seuil de pauvreté, à savoir qui touchent moins de 700 francs CFA par jour. N'oublions pas que les cacaoculteurs représentent près d'1 million de producteurs de cacao et font vivre près de 5 millions de personnes. Mais ce rapport fait état de ce que moins de 500 000, voire 500 000 cacaoculteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y a aussi le fait que nous regardons nos fonctionnaires qui, malheureusement, au soir de leur vie, n'ont pas une retraite qui leur permette de vivre décemment. Autant de problèmes qui appellent de notre part des réponses, des réformes. Nous avons dit les axes importants de notre politique, c'est de faire en sorte que l'Ivoirien soit suffisamment impliqué dans l'activité économique nationale, que les jeunes aient une formation qui soit en adéquation avec la structure de notre économie nationale, avec la structure du marché. Et donc, nous avons aussi dit qu'il faut repenser le système de la gouvernance. On se rend bien compte que la Côte d'Ivoire connaît des déséquilibres au niveau de la gestion des affaires de l'État. Nous voulons la séparation des pouvoirs, de manière à ce que les institutions de la République soient certes interdépendantes, mais qu'elles soient totalement autonomes les unes envers les autres. Nous avons dit également que nous voulons accorder aux Ivoiriens cette liberté d'expression, cette liberté de pouvoir participer à la vie publique, à la vie politique de leur pays. Nous avons dit également qu'il faut accorder une place prépondérante à la femme, parce que la femme est l'épine dorsale de notre société, et la femme est celle qui contribue, je dirais, à nous apporter tout ce qui permet aujourd'hui, en termes de produits vivriers, en termes de contribution à l'élévation de la famille, en termes d'éducation des enfants, la femme a un rôle très important. Et j'ai dit également que notre pays, qui est un pays qui occupe une place importante dans la zone UEMOA, avec 40% du PIB, a l'obligation d'apporter des réponses concrètes aux populations. En termes d'axes précis, nous avons l'éducation, nous avons la santé, nous avons la réforme des institutions, parce que nous estimons qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs institutions qui en réalité sont budgétivores et dont les ressources permettraient, si elles sont supprimées, d'affecter ces ressources-là à des projets de développement, à des secteurs productifs pour permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir bénéficier, je dirais, de résultats beaucoup plus concrets dans des secteurs sensibles que d'avoir des dépenses publiques qui sont des dépenses de consommation et qui ne permettent pas de satisfaire aux besoins des Ivoiriens. Alors, justement, au terme des dépôts des candidatures, oui, nous avons constaté plus d'une quarantaine de candidatures qui ont été déposées.
au niveau de la commission électorale indépendante, on constate également les candidats naturels, des partis politiques naturels. Alors, quel regard portez-vous sur ces candidatures qui ont été déposées à la CEI et particulièrement sur le retour des candidats naturels? Alors, je vous dirais que je suis déçu d'une certaine classe politique. On ne peut pas avoir décrié la composition de la CEI, décrier le code électoral actuel et participer au dépôt des candidatures. Je ne peux pas comprendre que ce qui a motivé la modification du code électoral, à savoir éviter des candidatures farfelues, parce que c'est le terme qui a été employé, qu'on ait pour la première fois en Côte d'Ivoire, à une élection présidentielle, plus de 45 dépôts de candidatures. Et on se rend bien compte que malheureusement, les dispositions n'ont pas été prises. Oui, nous sommes en démocratie. Tout le monde a le droit, chacun a le droit d'exprimer son opinion, d'exprimer sa volonté de participer à cette élection. Mais il aurait fallu, pour le sérieux que représente la Côte d'Ivoire, pour le sérieux que nous voulons dans le cadre de cette compétition présidentielle, parce que la candidature à l'élection présidentielle est un acte sérieux. Vouloir diriger les Ivoiriens, c'est vouloir apporter du sang neuf et une contribution significative dans la transformation, je dirais, de la vie de ces Ivoiriens-là. Et la déception est d'autant plus grande que ce qui a été, ou ce qui a justifié la modification de ce code électoral nous a été donné de voir que malheureusement on dit une chose et son contraire. Pour moi, la classe politique qui a décrié le code électoral aurait dû poursuivre dans cette voie en s'abstenant de participer, je dirais, à cet acte qui, manifestement, qui légitime la CEI actuelle, quand on sait que des voix, et non des moindres, se sont exprimées pour dire que cette CEI n'était pas consensuelle et que le président de cette CEI n'était pas légitime et que la composition de cette CEI était arbitraire. Et donc pour moi, le constat nous est donné de voir que cette année, nous avons un nombre pléthorique de candidats et des candidats qui, ma foi, ne répondent pas aux conditions qui permettent, je dirais, de s'engager dans cette course, du moins ce qui nous est donné de savoir, parce que nous avons entendu dire que certaines candidatures, 35 candidats, ne répondaient pas aux conditions et que c'était des candidatures farfelues. Voilà le terme qui a été employé, il n'y a pas de moi. Voulez-vous dire que l'opposition n'aurait pas dû participer à cette élection en déposant par exemple les candidatures de leurs représentants à cette élection? L'opposition aurait dû boycotter ces élections? Ou comment comprendre votre opposition au dépôt des candidatures? Alors, moi, ce que je constate et ce que je dénonce, c'est de dire une chose et son contraire. Alors, quand on ne reconnaît pas, je dirais, cette CEI, il faut poser des actes qui démontrent effectivement que nous ne sommes pas en phase avec une institution qui, pour nous, ne correspond pas à ce que nous voulons. Mais aller devant la CEI, se présenter devant un président de la CEI qu'on dénonce, pour moi, c'est faire acte de légitimation de cette CEI. C'est pas plus compliqué. J'ai dit, moi, que je n'approuvais pas ce code électoral, que je le trouvais discriminatoire. Et donc, je n'ai pas participé à cette, je dirais, à cette cérémonie de dépôt de candidature, ce que j'aurais pu faire. Mais j'ai trop de respect pour les Ivoiriens. J'ai trop de considération pour les Ivoiriens pour dire une chose et son contraire. Et je le répète, libre à chacun d'engager, je dirais, ses militants ou son parti dans la voie qu'il estime être bonne. Mais pour ma part, j'aurais voulu que l'opposition soit en phase avec ses propos en posant ou en joignant l'acte à la parole. En clair, vous dénoncez un manque de cohérence de l'opposition. Je n'irai pas jusqu'à dire cela,
mais je ne sais pas à quelle stratégie cela répond, mais je constate simplement que l'opposition est allée déposer les candidatures à la CEI, cette CEI qu'elle dénonce comme étant une CEI qui ne correspond pas et qui ne représente pas, je dirais, celle qui est à même de garantir une élection juste et transparente. Et c'est ce qui est ressorti des propos tenus par l'opposition. Donc si cette CEI n'est pas celle qui garantit une élection juste et transparente, il aurait fallu que l'opposition s'abstienne de le faire. Justement, au niveau des candidatures de l'opposition qui ont été déposées, deux des candidats qui ont le soutien de l'opposition sont radiés, ou du moins ont été radiés de la liste électorale. Il s'agit de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Et contre toute attente, leurs partisans ont quand même tout de même déposé leur candidature. Comment vous réagissez face à cela ? Alors, je crois que c'est une question de justice. Et je ne vais pas interpréter, je dirais, les décisions de justice. Ce n'est pas à moi de dire ce qu'il y a lieu de faire. Ce que je constate, en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, je sais qu'il a été acquitté par la Cour internationale de justice, donc aujourd'hui il est blanchi, et que le président Laurent Gbagbo a été condamné par contumace en Côte d'Ivoire. Mais ce que, je dirais, mes petites connaissances en droit me permettent d'observer, c'est qu'un condamné par contumace n'est pas présent pendant que cette décision est prise. Il aurait fallu juger le président Gbagbo en Côte d'Ivoire et qu'il ait la possibilité de se défendre. Cela n'est pas le cas. Et je trouve que ce sont des décisions que je ne voudrais pas interpréter. Mais de mon point de vue, le président Laurent Gbagbo est un acteur majeur de la vie politique en Côte d'Ivoire. Il aurait fallu, dans le cadre justement de cette volonté d'aller à la paix, d'aller à la réconciliation, créer les conditions de l'apaisement. Et c'est pour ça que je dis très souvent, on ne peut pas se réclamer de la philosophie du président Fauboigny, qui nous a toujours demandé, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, d'aller à la concertation, au dialogue, de manière à trouver ensemble les solutions qui permettent que nous puissions aller de l'avant dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne M. Soro Guillaume, je dirais également que c'est une situation qui est déplorable, mais je ne vais pas m'y mixer dans des décisions de justice. C'est à la justice de dire ce qui est, c'est au Conseil constitutionnel qui est le juge-arbitre de décider qui est candidat ou qui ne l'est pas. En l'état actuel, nous sommes unanimes pour dire, et la classe politique l'a souvent dénoncé, que ce Conseil constitutionnel, malheureusement, est supposé être proche du pouvoir. Est-ce que le Conseil constitutionnel dira le droit, rien que le droit, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire? C'est le vœu que j'exprime. Que ce Conseil constitutionnel, qui a une grande responsabilité dans ce tournant de notre pays, prenne les décisions qui rassemblent les Ivoiriens et non qui les divisent. Il y a aussi une candidature qui divise, la candidature du président Alassane Ouattara. Est-ce que vous pensez, comme le cardinal Courtois, que cette candidature n'est pas nécessaire? Je me suis exprimé sur cette question à plusieurs reprises. J'ai dit qu'un homme s'identifie au travers de la parole. Le président Ouattara nous a dit le 5 mars 2020 à Yamoussoukro, devant le Congrès réuni, qu'il ne sera plus candidat à la prochaine élection présidentielle et qu'il passerait la main à une autre génération. Nous l'avons applaudi et nous avons dit que c'est un acte fort qu'il a posé. Et cela montre la dimension d'homme d'État qu'il est. Mais vous voyez, l'argument de cas de force majeure pour nous est un peu gênant, étant donné que le président Ouattara est aux affaires depuis bientôt 10 ans. Il a eu le temps, sachant qu'il n'était pas partant pour un autre mandat, il a eu le temps de former une équipe pour justement prendre le relais au niveau de son parti. Et pour ma part, j'estime
que si nous voulons donner l'exemple, il nous faut agir en conformité avec la parole que nous donnons. Oui, j'estime que la candidature du président Ouattara divise. Oui, la candidature du président Ouattara est une candidature, malheureusement, je dirais, qui est une de trop. Le président Ouattara a travaillé dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, a essayé de faire du mieux qu'il pouvait pour apporter, je dirais, sa contribution au développement, à cette promotion de la Côte d'Ivoire dans certains secteurs. Je pense qu'il a rempli sa tâche dans une certaine mesure. Il avait, pour notre part, le devoir de passer la main. Et cela, pour nous, est une nécessité, eu égard à la situation qui profile à l'horizon, ces contestations, ces protestations. Je pense que le président Ouattara doit être à l'écoute de son peuple. Je pense que le président Ouattara doit comprendre le renouvellement des générations s'impose. Et je ne dirais pas comme le cardinal l'a dit dans un contexte bien précis, et je dirais simplement que le cardinal a donné de la voix, comme bien d'autres, qui interpellent le président sur la nécessité de son rôle primordial pour garantir la paix, la stabilité à notre pays. Une candidature qui divise doit faire l'objet, je dirais, d'une analyse profonde pour permettre justement que les Ivoiriens ne se battent pas, ne s'entretuent pas, et que ce qui compte, c'est la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Je pense que cette candidature est une de trop. Est-ce que vous pensez que le président Ouattara doit reconsidérer sa position avant les élections? Je pense. Je pense que le président Ouattara doit reconsidérer sa position. Je pense que le président Ouattara doit inviter la classe politique ivoirienne à une concertation, au dialogue, de manière à ce que les points de désaccord permettent à nouveau, je dirais, d'établir une sorte de consensus qui nous permette d'aller à l'apaisement et de créer les conditions d'une élection qui soit apaisée. J'entends dire certaines personnes que le calendrier électoral est constitutionnel. J'entends bien et je conçois que ce calendrier soit constitutionnel. Mais est-ce que l'avenir de la Côte d'Ivoire est moins important que le calendrier constitutionnel? Je pense qu'on peut se donner un moment de recul, 1 mois ou 2 mois, engager la concertation et permettre que les élections soient apaisées. Décaler de quelques mois cette élection présidentielle pour créer les conditions de l'apaisement, de la paix sociale et les conditions de ce que les désirata des uns et des autres soient prises en compte pour nous permettre d'avoir une base d'unité et d'aller à ces élections serait une très bonne chose. Donc je pense que le président Ouattara doit engager un processus de dialogue et de concertation pour permettre à la Côte d'Ivoire d'éviter des lendemains incertains. Est-ce que vous êtes en train de proposer là une transition politique, comme le recommandent certains acteurs politiques comme le député de Yamoussoukro, Kwasi Kwame Patrice, et bien d'autres acteurs? Est-ce que vous êtes en train de réclamer une transition politique? Alors, je ne parlerai pas de transition politique. Je parlerai plutôt de nécessité de reporter ces élections afin de trouver des solutions qui nous permettent d'aller de l'avant. Chacun peut l'interpréter comme il le souhaite. Je vous l'ai dit, je ne suis pas juriste. Donc les éléments de droit ne sont pas, je dirais, de mon domaine. Mais je souhaite vivement qu'en l'état actuel de la situation, nous puissions trouver un moment de concertation, de dialogue, pour lever tous les malentendus. La Côte d'Ivoire est à un tournant très important. Et si nous n'y prenons garde, nous allons conduire notre pays dans une crise préélectorale ou post-électorale qui n'est pas faite pour permettre aux Ivoiriens de vivre en toute quiétude et en toute sécurité et en toute sérénité. Pourquoi? La Côte d'Ivoire a besoin, je dirais, d'amorcer son développement. La Côte d'Ivoire a besoin d'offrir des perspectives à sa jeunesse, à ses populations. Il nous faut nous dépasser par rapport à nos petites personnes
pour regarder l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Donc je ne parlerai pas de transition, mais je parlerai de report des élections. Si cela s'appelle une transition, on va considérer que c'est une transition. Mais si cela peut être considéré comme la nécessité d'offrir un cadre pour donner la possibilité à la Côte d'Ivoire de se retrouver, je pense que cela permettra effectivement d'aller de l'avant et d'éviter la situation qu'on connaît. Parce que je ne vous apprends rien. Vous écoutez comme moi les uns et les autres, les membres de l'opposition, les membres du parti au pouvoir, les acteurs majeurs de notre classe politique. Les positions sont crispées. Et je peux vous dire que ce que nous entendons nous démontre que nous allons droit vers l'affrontement. Il faut éviter une nouvelle crise à la Côte d'Ivoire. C'est ce que je dis. Donc pour vous, pour créer les conditions d'un scrutin apaisé, il faut prôner un report, il faut aller vers un report. Mais bien sûr, si en un mois, on n'est pas capable de s'asseoir pour justement trouver des solutions idoines, pour justement trouver le consensus sur les points de désaccord, ça pose un problème. Parce que si nous allons à ces élections en l'état actuel, je peux vous dire, monsieur le journaliste, que la Côte d'Ivoire va droit vers une crise post-électorale ou pré-électorale. En l'état actuel, j'insiste, les conditions ne sont pas réunies. Et je ne suis pas le seul à le dire. Plusieurs voix, les plus autorisées, l'ont déjà annoncé. Il faut créer les conditions d'une élection apaisée, démocratique, inclusive. Voilà ce que je dis. Et justement, quelles sont vos propositions pour cette élection apaisée que vous réclamez? Je viens de le dire à l'instant. Je dis qu'il faut engager la concertation nationale. Que nous coûte un report qui va nous permettre pendant 2 ou 3 mois de trouver des solutions en interne, de trouver des solutions qui permettent aux Ivoiriens d'aller dans le sens, je dirais, de l'apaisement, dans le sens d'offrir des perspectives nouvelles, dans le sens de garantir la paix sociale, la stabilité à notre pays. Vous voyez, nous sommes dans un environnement qui est très sensible. Nous savons qu'au Mali, à côté, les divisions intestines ont entraîné un renversement de régime. Et aussi qu'il y a à nos frontières des situations très préoccupantes, notamment l'islamisme qui se développe, le djihadisme, les extrémismes. Il faut éviter que la Côte d'Ivoire soit un terreau fertile pour toutes ces organisations qui n'attendent que la déstabilisation de la Côte d'Ivoire se fasse pour s'introduire. Et pour moi, je pense que le plus important, c'est que nous soyons capables de comprendre les enjeux qui sont ceux de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique et faire en sorte que nous puissions aller à une concertation, à un dialogue, et je le répète, pour éviter à la Côte d'Ivoire des lendemains incertains et hypothéquer l'avenir de notre pays. C'est cela qui est le plus important. Donc, reporter les élections de 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce n'est pas ça qui va, je dirais, nous empêcher de vivre. Ce qui va nous empêcher de vivre, ce qui va nous empêcher d'avancer dans la quiétude, dans la stabilité, c'est d'aller à des élections qui divisent. Ces élections prochaines divisent. Il faut éviter que cette division nous entraîne dans une crise post-électorale qui peut aussi être une conséquence pour nous emmener vers une guerre civile. Il faut éviter cela à la Côte d'Ivoire. D'accord. Puisque vous parlez de dialogue, vous insistez beaucoup sur la paix. Près de 10 années après l'accession du président Ouattara au pouvoir, la question de la réconciliation reste encore pendante. Est-ce que vous pensez que le processus tel qu'il a été mené sous les 10 années a été bien mené? La question de la réconciliation. Alors, je dirais que la réconciliation ne se décrète pas. La réconciliation est un acte qu'on pose. La réconciliation est un acte humain. Quand vous avez des frères et des sœurs qui sont divisés sur des points qui malheureusement les opposent, il faut aller vers le frère, parler avec lui et trouver ensemble des solutions. Ce que j'ai constaté pendant ces 10 ans de gouvernance du président Ouattara, c'est que la réconciliation n'a pas été réellement au centre, je dirais, des préoccupations de l'État de Côte d'Ivoire.
On a mis en place un certain nombre de comités, notamment la CDVR, ensuite une autre organisation. La CDVR a rendu ses conclusions. Il aurait fallu, de mon point de vue, après que cette commission eut donné ses conclusions, qu'il y ait une concertation nationale sur la nécessité de cette réconciliation basée sur la justice et la vérité. Ce qui nous a été donné de voir, c'est que la réconciliation a été malheureusement biaisée. Elle n'a pas été au centre des préoccupations des dirigeants. Et c'est pour ça que je dis que la réconciliation ne se décrète pas. On peut mettre en place des institutions en charge de la réconciliation, mais cela ne permettra pas aux Ivoiriens d'aller les uns vers les autres. C'est cet acte fort qu'il aurait fallu poser. Voir des leaders politiques qui se retrouvent et puis qu'ensemble discutent de l'avenir de la Côte d'Ivoire pour dire plus jamais ce qui s'est passé, parce qu'il nous faut tourner la page de ce qui a divisé les Ivoiriens pour créer les conditions de ce qui va unir définitivement les Ivoiriens pour construire une Côte d'Ivoire de paix, de stabilité, dans la fraternité, tout en ayant nos divergences de point de vue. C'est cela aussi, je dirais, la vie politique. Donc pour moi, la réconciliation n'a pas été à la hauteur de mes attentes et je pense n'a pas été à la hauteur des attentes des Ivoiriens. Mais certains partisans du pouvoir diraient par exemple qu'il y a eu le retour de quelques exilés, la libération de Mme Simone Gbagbo par exemple. Ce sont des actes majeurs. Oui, ce sont des actes majeurs et il faut les mettre à l'actif du président Ouattara. Et en cela, je salue ces décisions qui ont été prises. Mais pour ma part, j'estime que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant dans le sens où nous n'avons pas une réconciliation réelle en Côte d'Ivoire. Libérer les prisonniers politiques, ça permet, je dirais, l'apaisement. Ça permet de créer les conditions de la discussion. Mais il aurait fallu aller plus loin après ces libérations de prisonniers politiques et non des moindres. Donc oui, ça a contribué certes à décrisper la situation, mais ça n'a pas résolu définitivement le problème qui reste encore pendant, à savoir des divisions entre les Ivoiriens qui n'aspirent qu'à aller ensemble vers une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire rassemblée. Et cela impose, je dirais, des actes. Et ce sont ces actes-là que nous attendons du président Alassane Ouattara, de manière à ce que la Côte d'Ivoire se retrouve. Nous sommes des fils et des filles d'un même pays. Nous ne pouvons pas nous laisser diviser par les clivages politiques. Nous devons nous rassembler dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Alors, vous parliez tout à l'heure d'actes forts que vous attendez de la part du pouvoir. Est-ce que cela sous-entend le retour des exilés comme le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé et même de Guillaume Soro? Écoutez, pour moi, il est indispensable que les exilés politiques retrouvent leur terre natale. C'est souhaitable, c'est ma volonté, et je pense que ça contribuera à l'apaisement. J'entends dire certains que la venue du président Gbagbo peut créer des conditions d'instabilité ou de trouble. Mais comment pouvez-vous penser qu'un homme qui a servi son pays pendant de nombreuses années, qui a un lien très fort avec ce pays, dont de nombreuses populations se reconnaissent en lui, puisse rester à l'étranger? Je crois qu'au contraire, le fait qu'il soit maintenu à l'étranger, parce que le président Gbagbo a demandé un passeport pour pouvoir entrer dans son pays. Moi, je dirais aux autorités ivoiriennes d'agir dans le sens de démontrer qu'ils veulent l'apaisement pour la Côte d'Ivoire. Permettre au président Laurent Gbagbo de revenir, au ministre Charles Blé Goudé de revenir, au président Soro Guillaume de revenir, ce serait créer les conditions de l'apaisement. Je comprends que pour les uns et les autres, il y a des dossiers de justice. Mais vous savez, la paix, la stabilité, la réconciliation sont tellement importantes qu'il faut poser des actes qui nous permettent d'aller dans ce sens. Oui, je souhaite le retour vivement du président Gbagbo dans son pays natal.
bien entendu, de Charles Blé Goudé aussi et Guillaume Soro. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je souhaite le retour de tous les exilés pour que, ensemble, les fils et les filles de ce pays qui se retrouvent puissent trouver les voies et moyens d'apporter les solutions idoines qui permettent à notre pays de se reconstruire et de construire une voie nouvelle, celle où les Ivoiriens sont rassemblés, unis dans leur diversité pour bâtir la Côte d'Ivoire de l'espérance, la Côte d'Ivoire qui offre des perspectives à la jeunesse. Parce que n'oublions pas que notre pays compte 80% de jeunes dont l'âge est compris entre 15 et 30 ans. Comment comprendre que les autorités, les responsables, l'ensemble de la classe politique ne prennent pas en compte cet aspect des choses? Et c'est la raison pour laquelle je dis il nous faut nous dépasser et nous surpasser. Nos petites personnes ne peuvent pas passer avant l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et c'est la raison pour laquelle je demande aux autorités de créer les conditions du retour des exilés en Côte d'Ivoire et d'engager la concertation et le dialogue. Cela est possible. Cela est possible. Et cela doit se faire dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. On a vu certains leaders écrire au président français Emmanuel Macron pour qu'il intervienne sur la candidature du président Ouattara. Vous, quelle est votre réaction justement au niveau de cette candidature? Et est-ce que vous pensez qu'il est important que le président français puisse réagir dans ce dossier? Alors, d'abord, je dirais que nous sommes un pays indépendant et souverain. L'immixtion de la France dans nos affaires intérieures n'est pas souhaitable. La France est un partenaire à la Côte d'Ivoire. Nous avons des relations historiques et par conséquent, nous entretenons de très bonnes relations avec la France. Oui, c'est vrai qu'on connaît l'implication de la France dans la vie économique de notre pays, dans le cadre des relations de coopération militaire, économique, diplomatique, dans bien de secteurs. Mais je crois que le président Macron, jeune président qu'il est, a salué la décision du président Ouattara de ne plus se représenter aux élections présidentielles. Et que des leaders politiques écrivent au président Macron, je trouve pour ma part que c'est inviter la France dans le débat politique en Côte d'Ivoire. Cela me gêne. Je suis un souverainiste. J'estime que nous devons avoir la capacité de gérer nos problèmes à notre niveau et en notre sein. Je n'ai pas très bien compris cette initiative de demander au président Macron d'intervenir dans la situation politique, sociopolitique de notre pays. Pour ma part, j'estime que nous avons des capacités, nous avons des hommes et des femmes capables de comprendre. On n'a pas besoin d'aller prendre des directives à Paris, on n'a pas besoin que Paris nous impose la direction à prendre. C'est à nous de nous donner les moyens de prendre la bonne direction. Et je suis même gêné de voir des leaders politiques s'adresser au président Macron. Je crois que le président Macron a des préoccupations qui sont nombreuses au niveau de la France et dans bien de domaines pour venir s'intéresser aux problèmes de la Côte d'Ivoire. Donc je souhaite que les Ivoiriens eux-mêmes, en toute indépendance et en toute responsabilité, se réunissent pour trouver les problèmes internes à la Côte d'Ivoire. Dans cette grisaille justement électorale, on parle beaucoup plus de la candidature du président Ouattara, mais on oublie les candidatures du président Gbagbo et même du président Henri Konan Bédié, qui sont d'anciens présidents de la République. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de penser à un renouvellement total de la classe politique? Alors, ça aussi, je l'ai dit à maintes reprises. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Je trouve également que la candidature du président Bédié est inopportune. Le président Bédié a dit en son temps que c'était son dernier combat politique. Nous étions en 2010. Et je comprends très mal que le président Bédié, qui a prôné le renouvellement de la classe politique, de passer la main également à une autre génération, puisse s'engager dans cette voie à 86 ans. Je n'ai vraiment pas compris cette candidature du président Bédié.
J'estime qu'il y a au sein des partis politiques, que ce soit le PDCI, que ce soit le FPI, que ce soit le RHDP, des jeunes capables d'assurer la relève. Le faire, c'est donner l'impression que ces jeunes ne sont pas encore capables justement d'aller à la compétition des compétences. On ne peut pas dire qu'on est un vivier d'une jeunesse compétente capable d'assurer et malheureusement on désigne des personnes d'un certain âge qui devraient théoriquement aller à la retraite et puis apporter leurs sages conseils dans la gestion de la vie publique. Le président Gbagbo l'a dit, qu'à partir de 75 ans, un homme n'a plus les facultés pour pouvoir assumer des responsabilités d'État. Je n'ai pas entendu le président Gbagbo se prononcer. Je sais qu'un groupe représentant une plateforme, notamment EDS, qui a déposé la candidature au nom du président Gbagbo. Mais le président Gbagbo lui-même ne s'est pas présenté et n'a pas apporté, je dirais, une volonté d'aller à cette élection présidentielle. Nous n'avons pas entendu le président Laurent Gbagbo se prononcer sur la question. Par contre, M. Ouattara et M. Bédié avaient annoncé qu'ils se retireraient de la vie politique en ne se présentant plus aux élections présidentielles. Ma déception est d'autant plus grande que j'estime qu'il y a des compétences à tous les niveaux de notre pays pour assumer des responsabilités d'État. C'est pour ça que j'insiste toujours sur la nécessité de la méritocratie en Côte d'Ivoire. Parce que ce qui, malheureusement, nous empêche d'aller de l'avant, c'est que nous avons des responsables qui n'ont certes pas le profil, mais qui ont des responsabilités. Je voudrais que le président Bédié, qui a apporté aussi sa contribution au développement de ce pays, à la paix dans ce pays, puisse comprendre la nécessité de passer la main. Oui, la candidature du président Bédié était inopportune. La candidature du président Ouattara n'était pas nécessaire. Il aurait fallu que l'année 2020 soit l'année de l'alternance démocratique, qu'il y ait un président sortant qui passe la main à un président entrant. C'est ce que j'aurais voulu pour la Côte d'Ivoire. Président, quels devraient être les défis pour les 5 années à venir pour la Côte d'Ivoire? Quels devraient être les défis? Alors, je dirais que ce qui importe, c'est d'abord de prendre en compte la nécessité des enjeux qui sont ceux de la Côte d'Ivoire dans cet espace économique, cet espace des sous-ensembles régionaux qui sont les nôtres. La Côte d'Ivoire fait partie de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire fait partie de la CEDEAO et la Côte d'Ivoire fait partie dorénavant de ce grand ensemble africain qu'on appelle la ZLEC, qui est le marché africain, le marché communautaire africain, je dirais, cet espace d'échange. Les enjeux, c'est que nous puissions aborder la phase de notre industrialisation. La Côte d'Ivoire est un pays qui exporte des matières premières brutes. Pour moi, la priorité est l'industrialisation. C'est de passer à la phase de notre industrialisation. Nous devons transformer une grande partie de nos matières premières. Parce que la transformation de ces matières premières dégage des valeurs ajoutées et crée la richesse, crée des emplois. Premier axe. Deuxième axe, c'est de créer la décentralisation pour permettre que l'ensemble des régions de notre pays puissent profiter du développement. Je l'ai dit et je le répète, Abidjan à lui seul consacre ou concentre 85% de l'activité économique. Il faut décentraliser. Il faut qu'il y ait des pôles économiques à Abengourou, il faut qu'il y ait des pôles économiques à Korogo, à Ferké, dans les grandes régions, pour que justement la richesse soit aussi une richesse inclusive, que tout ne se passe pas à Abidjan. Il faut également adapter la formation de nos jeunes aux besoins de la structure de notre économie. Il faut repenser la qualité de la formation et l'évaluation des politiques qui sont mises en place en matière d'éducation. Il faut que nous ayons des nouveaux secteurs, parce que nous sommes dans un monde qui est globalisé, qui évolue,
avec la technologie, la recherche scientifique, qui deviennent une nécessité pour pouvoir se mettre dans ce monde qui change, pour pouvoir avancer dans ce monde qui change. Il faut mettre l'accent sur la recherche scientifique. Il faut créer les conditions également pour que nous ayons des entreprises nationales qui appartiennent, je dirais, aux Ivoiriens. Quand nous regardons notre PIB, la structure de notre PIB, nous constatons qu'il y a peu d'entreprises ivoiriennes dans ce secteur-là, dans ce PIB. Il faut que nous puissions créer les conditions de champions nationaux. Il faut qu'il y ait davantage d'Ivoiriens dans tous les secteurs de l'activité économique pour créer les conditions de notre développement endogène. Il faut également que nous puissions prendre en compte les préoccupations qui sont celles du milieu rural. Nous savons que la pauvreté est grandissante en milieu rural. Il faut que nous ayons des politiques publiques, comme je l'ai dit, au travers de la décentralisation qui impactent la vie de ces populations rurales-là. Il faut mécaniser, moderniser notre agriculture. Il faut que la Côte d'Ivoire passe d'un stade de pays exportateur de matières premières pour passer à un stade de pays qui transforme ces matières premières, qui développe son industrie et qui crée les conditions de la satisfaction de ses besoins et aussi créer les conditions de ce que cet espace africain, ce marché africain qui se met en place, permette la dynamisation des échanges intra-africains. La Côte d'Ivoire est tournée vers l'extérieur. Nous échangeons peu avec les autres pays africains. Il faut que l'Afrique et les Africains travaillent à développer, je dirais, ce marché et faire en sorte que le commerce intra-africain soit dynamique et qui permette de créer les conditions de notre développement endogène. Donc mes axes prioritaires pour les 5 prochaines années, c'est la jeunesse, la femme, la transformation industrielle de notre économie, la décentralisation pour créer des pôles de développement régionaux, pour permettre que le jeune d'Aboisseau, d'Abengrou ne vienne plus à Abidjan, mais qu'il y ait la richesse qui soit créée dans les régions. L'autre point, c'est l'autonomisation de la femme. Comme je l'ai dit, la femme est l'épine dorsale de nos sociétés. Nous devons créer les conditions de ce que les femmes puissent avoir la possibilité de monter leurs entreprises en milieu rural, en milieu urbain, et qu'elles participent au développement de notre pays. Un autre axe important, c'est les conditions de l'accès au crédit. Il faut que le crédit en Côte d'Ivoire soit accessible et à moindre coût. Notre économie a besoin d'être dynamisée et les entreprises ivoiriennes ont besoin de s'insérer à tous les niveaux des secteurs de l'activité économique. Je veux une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens ont leur place et bénéficient des fruits de la richesse de leur pays. Je veux une Côte d'Ivoire qui soit résolument tournée vers l'avenir et qui permette d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Puisque vous n'êtes plus candidat, à quoi comptez-vous vous consacrer désormais? Je me consacrerai toujours à ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire être aux côtés des Ivoiriens, aux côtés des jeunes, aux côtés des femmes, pour réfléchir et participer, je dirais, à cette mise en œuvre de la Côte d'Ivoire nouvelle que nous appelons de tous nos voeux. Cette Côte d'Ivoire qui est à l'écoute de ses fils et de ses filles et qui répond à leurs attentes. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu en entretien exclusif pour Afrique Sucette M. Ahmed Kofi Zarou, candidat déclaré à l'élection présidentielle qui a décidé de retirer sa candidature. On espère vous avoir satisfait et restez toujours connectés sur Afrique Sucette et à très bientôt pour d'autres numéros.